Bien, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour cette quatrième séance qui va compléter un peu la séance précédente sur la question des ressources. Et donc cette séance est consacrée à la question de la valorisation, à la quantification de la valeur du climat en particulier, mais on peut étendre ce raisonnement à la biosphère en général et aux écosystèmes, puisqu'il s'agit finalement de mettre dans l'équation qu'on a vue la semaine dernière, c'est-à-dire la question des ressources, eh bien, il faut être capable d'intégrer la question environnementale à cette grande question des ressources. On a vu comment la gérer par le marché, mais on a vu aussi que pour ce qui était du climat, on avait tout un ensemble de problèmes, je les rappelle. Le problème de la propriété, qui possède le climat? Si personne ne possède le climat, et de fait personne ne le possède, comment fait-on pour organiser des négociations, pour allouer des ressources, pour valoriser, donner une valeur à ce climat, puisque finalement la valeur est toujours décidée par la société en général, et notamment par le propriétaire. En fait, on peut dire qu'une valeur de marché, c'est le prix auquel une personne qui possède une propriété accepte de s'en séparer. Finalement, c'est ça. Bon, comme personne ne possède le climat, et qu'il n'y a pas d'échange qui peut avoir lieu sur ces questions climatiques et en général sur les questions environnementales, eh bien on ne sait pas comment valoriser, et on ne sait pas comment appliquer cette réflexion sur les ressources qu'on a vue la semaine dernière, on ne sait pas comment l'appliquer aux écosystèmes et au climat. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est des tentatives des économistes pour intégrer la question climatique dans leur modèle, et pour cela, eh bien, il faut quantifier la valeur des écosystèmes et du climat en particulier. Et c'est ces tentatives que je vais essayer de vous présenter, avec bien sûr toutes leurs limites, parce que vous allez voir que, évidemment, tout cela est très compliqué à faire en réalité. Alors, avant de voir la technique, justement, eh bien, quelques rappels sur la logique économique, puisqu'on est ici dans une réflexion qui procède de l'adéquation de la logique économique et de la pensée économique avec la protection de l'environnement, et donc il faut revenir sur la base de cette science qu'est l'économie, et je vous rappelle ce qu'on a dit sur le calcul économique. Qu'est-ce que c'est que le calcul économique? Eh bien, ça nécessite un calcul coût-avantage, c'est-à-dire être capable de faire un choix en quantifiant la valeur du coût et en cherchant à quantifier aussi la valeur du bénéfice de ce choix. Et puis si le bénéfice est supérieur au coût, eh bien dans ce cas-là, on va faire ce choix ou sinon on ne va pas le faire. Donc comme tous les choix économiques sont par définition construits sur cette logique, eh bien la question est qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut intégrer le climat dans ce calcul? Alors pour cela, la première chose à faire, c'est déjà d'évaluer le coût de la lutte contre le réchauffement climatique. Parce qu'ici, on va chercher à évaluer deux coûts, en quelque sorte. Le coût de la lutte contre le réchauffement climatique avec le coût du changement climatique, ou du réchauffement climatique direct. Donc en fait, on ne peut pas faire autrement. Je veux dire, si on reste dans une logique économique, il faut évaluer les différentes options qui s'ouvrent à nous. Option 1, je ne fais rien. Je ne fais rien, je laisse les choses se faire, donc je laisse l'humanité émettre des gaz à effet de serre. Je laisse la température augmenter. Bien sûr, le problème, c'est que si cette température augmente trop, ça va avoir des impacts sur l'activité économique, sur le bien-être des gens. Et donc, c'est ce coût, le coût du changement climatique, il faut que je parvienne à calculer. Et puis, face à ce coût, le coût du changement climatique, il faut calculer un autre coût, qui est le coût des mesures qu'il faut prendre pour contrecarrer le changement climatique. Et donc si j'apparviens à démontrer que l'option de lutte contre le changement climatique est moins coûteuse que l'option de laisser le réchauffement climatique bouleverser les écosystèmes, alors il faut effectivement lutter contre le changement climatique. Vous voyez, c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait envisager l'option, non, il ne faut pas lutter contre le réchauffement climatique d'un point de vue économique. Alors, premier élément de l'équation, du coup, le coût de la lutte contre le changement climatique. Quel est ce coût? Est-ce qu'on peut facilement le quantifier? Alors, en fait, on arrive assez facilement à quantifier le coût de la lutte contre le changement climatique, et je vous offre ici les conclusions du rapport Pisani-Ferry-Maouf, qui est un rapport publié en mai 2023, donc il y a un peu moins d'un an, donc vous voyez, c'est tout récent. Et il a essayé d'évaluer, pour le cas de la France, quelles seraient les mesures à prendre pour lutter contre le réchauffement climatique et quel en serait le coût. Alors, bien sûr, on va voir qu'il
il y a plein de, de manières de quantifier différemment sans doute, hein, mais c'est un rapport assez imposant, c'est un rapport qui est assez sérieux, qui d'ailleurs n'a pas été beaucoup critiqué par les autres économistes, et donc on peut dire qu'il fait quand même assez consensus du point de vue au moins de sa méthode et des évaluations, hein, des ordres de grandeur qu'il met en place, qu'il met en avant. Alors d'abord, alors j'ai pas mis toutes les... Alors là ici c'est un extrait des conclusions, qui sont au début, hein. Vous savez, ce genre de rapport, il y a toujours des conclusions au début, hein, parce qu'il y a en quelque sorte le gros du rapport, le gras du rapport n'est jamais lu, hein, par les décideurs politiques, hein, il est lu par les économistes qui veulent effectivement argumenter, hein, parce que ce qui est intéressant, bien sûr, c'est la conclusion, mais c'est aussi la manière, la méthode avec laquelle on arrive à la conclusion, et pour avoir la méthode de la conclusion, il faut se taper le rapport, hein, où on peut regarder uniquement quelques éléments du rapport si on s'intéresse à une ou deux conclusions. Alors les conclusions ici, donc je ne les ai pas tous citées, je m'intéresse à celles qui parlent du coût. Alors voici ce qu'il dit au point numéro 6, hein, dans les 10 ans à venir, la décarbonation va appeler un supplément d'investissement d'ampleur qu'ils évaluent à plus de 2 points du PIB en 2030 par rapport à un scénario sans action climatique. Donc si vous voulez lutter contre... Alors là, oui, autre élément qu'il faut que je précise, ce rapport ne parle pas de la préservation de l'environnement en général, hein, il parle uniquement de la question du réchauffement climatique et de la décarbonation de nos économies. Bien sûr que si on veut intégrer la réparation des écosystèmes, il y a des coûts en plus, hein, mais là on s'intéresse qu'au climat. C'est pour histoire aussi de simplifier un peu le raisonnement. Donc là on parle quand même de 2 points en plus d'investissement par rapport au PIB. C'est beaucoup. Alors qu'est-ce que ça veut dire à croissance constante, si on considère qu'il n'y a pas de croissance économique? Eh bien, 2 points d'investissement en plus, c'est 2 points de consommation en moins. Toutes choses égales par ailleurs, hein. Et en général, c'est à peu près bon. C'est-à-dire que l'activité économique produit de la richesse, et cette richesse, elle est soit investie, soit consommée. Hein. Quand elle est consommée, eh bien, elle contribue directement au bien-être des ménages, puisque la consommation, on peut par simplification, bien sûr, dire que c'est la consommation qui contribue à notre bien-être. Eh bien, si on diminue de 2 points de PIB la consommation des ménages pour le mettre dans l'investissement, c'est un coût énorme, en fait, hein, supporté par les ménages. Ça veut dire que, globalement, les ménages perdent 2%, enfin 2% de pouvoir d'achat, s'il n'y a pas de croissance économique. Bien sûr, s'il y a une croissance économique, en 2030, hein, d'ici 2030, eh bien, le coût de la lutte contre le réchauffement climatique est atténué. C'est-à-dire que vous avez un surcroît d'investissement de 2 points de PIB. Si vous avez une hausse du PIB, bien sûr, ça diminue, ça atténue la perte de pouvoir d'achat des ménages. Mais il faut bien comprendre, à l'échelle macroéconomique, quand on augmente l'investissement à croissance donnée, on diminue la consommation et donc le bien-être et le pouvoir d'achat des ménages. C'est ça que ça veut dire, hein. Faut comprendre, il faut mesurer comme ça parce que la consommation des ménages est en proportion 85% de leurs revenus. D'accord? Donc si vous voulez augmenter l'investissement, vous pouvez soit laisser les revenus identiques et augmenter le taux d'épargne, mais ça revient à la baisse de la consommation, soit à taux d'épargne constant, vous baissez les revenus. Et en fait, comme on n'a aucune marge de manœuvre pour obliger les gens à épargner plutôt que de consommer, eh bien la seule manière qu'on peut arriver de baisser la consommation des ménages, c'est par la baisse des revenus, en laissant le taux d'épargne identique. Et c'est extrêmement violent. Aujourd'hui, il y a des contestations sociales, mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de baisse du pouvoir d'achat moyen. Alors, il y a des catégories de population qui baissent, hein, mais il n'y a pas une baisse moyenne du pouvoir d'achat. Il y a une stagnation à peu près du pouvoir d'achat depuis 2008, en légère croissance. Là, on parle d'une baisse, d'une hausse de l'investissement qui se traduit mécaniquement par une baisse de la consommation. Alors du coup, comment fait-on? D'ici 2030, le financement de ces investissements qui n'augmentent pas le potentiel de croissance, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est des investissements qui n'augmentent pas le potentiel de croissance, c'est-à-dire qui ne contribuent pas positivement à la croissance économique, contrairement à l'investissement vu traditionnellement par les économies. Pourquoi? Les économistes. Pourquoi? Parce que c'est un investissement qui va substituer du capital carboné à du capital décarboné. Par exemple, la voiture électrique va se substituer à la voiture thermique, un moteur thermique. Alors bien sûr, la voiture électrique est plus coûteuse, mais en plus, elle ne donne pas des services en plus. Globalement, elle sert à la même chose. Et en fait, on peut étendre ce raisonnement à toutes les machines qui fonctionnent aujourd'hui au pétrole, au charbon, ou à n'importe quel carburant carboné. Quand on bazarde des investissements carbonés pour les remplacer par des investissements qui sont électriques, eh bien, on doit investir, donc on doit payer cher, mais
on ne gagne pas en valeur d'usage, enfin, puisqu'il n'y a pas de surcroît de valeur générée par ces produits qui sont juste des produits de substitution. Donc il y a, nous dit le rapport, un coût économique et social. Alors bien entendu, disent-ils, le supplément d'investissement, c'est la croissance, ça a un effet positif sur la croissance, mais comme il sera orienté vers l'économie de combustibles fossiles plutôt que vers l'efficacité ou l'extension des capacités de production, la transition se paiera temporairement d'un ralentissement de la productivité. Donc ça, il dit exactement ce que je dis. C'est-à-dire qu'on remplace des machines, mais on n'augmente pas le stock de machines, on n'augmente pas l'efficacité globale, on substitue des types de machines par d'autres types de machines équivalentes. Donc il n'y a pas de hausse de productivité du travail, et donc pas de hausse des revenus généraux. C'est pour ça qu'il y a un taux de croissance qui baisse, a priori. Donc on baisse le taux de croissance, mais il faut qu'on augmente les volumes d'investissement, donc on baisse le pouvoir d'achat des ménages. Plus largement, disent-ils, la transition induira un coût en bien-être. Voilà, c'est clair que les indicateurs usuels de type PIB mesurent mal. Ah oui, parce que PIB constant, eh bien, on peut avoir une perte de bien-être. Ça, c'est ce que je dis par rapport à la hausse de l'investissement par rapport à la baisse de consommation. C'est-à-dire qu'à PIB constant, si vous augmentez l'investissement de 2 points, eh bien, nécessairement, vous baissez la consommation de 2 points. Donc, ça veut dire qu'au niveau du PIB, c'est toujours le même, le PIB par habitant n'a pas changé, mais le bien-être des gens, lui, a baissé. La transition est spontanément inégalitaire, rappellent Pisani-Ferry et Mahfouz. Et même pour les classes moyennes, rénovation des logements, changement du vecteur de chauffage d'une part, donc pareil, pour les logements, on a une chaudière à gaz, on va y substituer une pompe à chaleur. En fait, les gains sont faibles. Je veux dire, on se chauffait très bien avec du gaz, maintenant on va chauffer avec de l'électricité, ok, très bien. Mais en fait, même si ça coûte moins cher sur la facture à la fin, le coût de l'investissement est tellement important qu'il y a plutôt une perte de bien-être plutôt qu'un gain. Pareil pour le véhicule électrique qui remplace le véhicule thermique, il est encore aujourd'hui beaucoup plus cher et le gain à l'usage peut être plus faible que le coût qui est de renouveler rapidement son véhicule. Donc ça rappelle un investissement de l'ordre d'une année de revenus pour les ménages, donc c'est considérable. Et même si l'investissement est rentable par l'économie d'énergie qu'il permet, il n'est pas nécessairement finançable sans soutien public. Le coût économique de la transition sera politiquement et socialement accepté que s'il est également réparti. Rappelle-t-il, logiquement, il faut que les efforts ils pèsent d'abord sur les plus riches. Au passage, ils ont l'air de penser que ce n'est pas un problème, mais si les inégalités s'accroissent aujourd'hui, c'est parce que le rapport de force politique des plus riches est plus élevé que le rapport de force politique des plus pauvres. C'est-à-dire qu'ils obtiennent davantage du gouvernement que les plus pauvres, et donc changer cette logique, c'est pas simple. Il n'est pas du tout certain qu'on parvienne à faire reposer les coûts sur les plus riches, comme le rapport le rappelle. Je vous rappelle que les décisions d'économie décidées par le gouvernement pèsent principalement sur les classes moyennes et populaires, pas du tout sur les plus riches. Je veux dire, écoutez Bruno Le Maire, écoutez le Premier ministre, Gabriel Attal. Il s'agit de réduire les allocations chômage, et ce n'est pas les plus riches qui touchent les allocations chômage. Pour soutenir les ménages et les entreprises, les finances publiques vont être appelées à contribuer substantiellement à l'effort, compte tenu des dépenses nouvelles, comme de la baisse temporaire des recettes liées au ralentissement de la croissance potentielle. Donc on a un effet ciseau, plus de dépenses de l'État, moins de recettes fiscales, nous disent-ils, parce que ralentissement de la croissance lié à cet effet de substitution. Donc le risque sur la dette publique est de l'ordre de 10 points de PIB en 2030, 15 points en 2035, 25 points en 2040. Donc hausse de la dette publique de 25 points en 2040, même s'il est supposé que la baisse des recettes assises sur l'énergie est compensée par le maintien, afin de maintenir le taux de prélèvement obligatoire constant. Donc on a un taux de prélèvement obligatoire constant, on va voir des baisses de recettes, les gens vont moins consommer de carburant, ça va faire baisser des recettes, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'équation gouvernementale, baisse des recettes, donc il faut augmenter les prélèvements, donc augmenter les impôts, donc nous disent-ils, pour maintenir un taux de prélèvement obligatoire constant. Bon, pour financer la transition, il faudra donc un accroissement des prélèvements obligatoires sera probablement nécessaire. C'est ça qui a choqué le gouvernement, le pauvre petit. C'est le vrai tabou de la politique actuelle, c'est-à-dire on ne peut pas augmenter les impôts. Alors eux prévoient un prélèvement exceptionnel, explicitement temporaire et calibré en fonction du coût anticipé de la transition, et qui pèse, ils ne le disent pas ici, sur les plus riches. Ils parlent de réintroduire un impôt de solidarité sur la fortune.
pour les 10 ans qui viennent, dernier coup, vous voyez, donc c'est quand même assez sombre hein, ce que nous dit ce rapport, dans les 10 ans qui viennent, la transition crée un risque de configuration inflationniste. Alors, ils écrivent effectivement l'année dernière, on était en plein épisode inflationniste, l'inflation diminue depuis, mais on prévoit qu'elle sera structurellement plus élevée que ce qu'elle était dans les années 2010, parce que bien, on va être confronté à la raréfaction de certaines ressources, à la baisse de la productivité, donc à une contrainte sur l'offre ce qui n'était pas le cas auparavant. D'autant plus que la lutte contre le changement climatique est mondiale. Et ce qui a beaucoup fait baisser l'inflation dans les pays occidentaux dans les années 2000-2010, c'est l'émergence de la Chine, qui bénéficiait d'un coût de travail faible, qui est devenu l'atelier du monde, hein, en exportant des produits finalement à bas prix pour les Occidentaux, enfin les pays développés. Maintenant c'est terminé, hein. La Chine voit ses salaires augmenter, elle rentre d'ailleurs dans une phase de plus faible croissance économique, et donc les petits travailleurs chinois qui sont capables de travailler pour pas très cher, eh bien c'est terminé. Donc là aussi, on ne va plus avoir une forme de déflation comme il y a pu y en avoir pendant ces dernières années. Voilà, donc ça c'est un peu sombre, hein, mais c'est ce qu'il y a dans le rapport, donc c'est pas moi qui l'invente. C'est consensuel, les économistes sont d'accord avec ça. Et ça permet de voir que le coût de la lutte contre le réchauffement climatique, eh bien, il est assez facilement calculable, alors dans les ordres de grandeur. Hein, et là, on parle uniquement du réchauffement climatique. Si on devait rajouter la protection des écosystèmes, tout un ensemble de mesures environnementales qui visent à, par exemple, réduire les intrants chimiques dans l'agriculture, hein, des choses dont on parle beaucoup aujourd'hui, on rajoute du coût à ce coût-là. Hein. Donc forcément, la transition écologique, au sens large, ça coûte cher. Alors j'insiste un peu lourdement, mais vous avez d'autres collègues qui peuvent parfois dire des choses bizarres, comme quoi on va tout financer ça par création monétaire et ça ne coûtera rien à personne. C'est des fadaises, hein, ça coûtera, le changement climatique coûtera et coûtera cher. Et il n'épargnera pas les classes moyennes, là aussi, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Donc il faut en avoir conscience. Et en même temps, ce n'est pas catastrophique parce que ce coût est possible à financer. On a financé des systèmes de solidarité bien plus coûteux. On a financé, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a la moitié d'une classe d'âge quasiment qui fait des études supérieures, contre il y a 40 ans ou 50 ans, à peine 10%. On a donc financé beaucoup de choses. L'État social, hein, les retraites aujourd'hui, hein, dont beaucoup ici bénéficient, et tant mieux, c'est un effort énorme de financement qui, à mon avis, est bien plus important en termes de coûts que la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ce n'est pas un coût totalement impossible à envisager dans les 30 ans qui viennent. Le problème, vous l'avez compris, sans doute, c'est que quand on a augmenté le financement pour les retraites, c'était dans les années 70, 80, 90, à une période où le taux de croissance était bien plus élevé que ce qu'il est aujourd'hui. En fait, ce qui a entraîné la hausse du coût des retraites, c'est l'allongement de l'espérance de vie, qui s'est fait dans ces années, dans les années 60, 70, 80, 90, au moment où le taux de croissance était élevé. Aujourd'hui, on a financé une transition écologique qui va coûter cher, mais en période de croissance très faible, voire quasiment nulle, et c'est ça qui pose un problème. C'est pas en fait le montant global, c'est le fait qu'on est dans une dynamique où la croissance est plus faible. Bon, alors, ce coût, voilà, je ne vais pas y revenir, le coût du changement climatique, on va maintenant considérer, donner les éléments qui ont été montrés ici, voilà, 2 points d'investissement en plus, une croissance plus faible, une inflation qui est une forme de taxe aussi pour les ménages finalement, qui restera assez importante. Et donc il faudrait comparer ce coût de la lutte contre le réchauffement climatique au coût du réchauffement climatique lui-même. Et c'est là que ça pose question. Alors, rappel de la séance précédente, nous avons déjà un prix du carbone. Et dans la théorie économique, ce prix du carbone devrait être fondé sur le coût du réchauffement climatique. C'est-à-dire combien coûte une tonne de CO2 émise, ou l'équivalent d'une tonne de CO2 émise en gaz à effet de serre, eh bien c'est son impact sur le réchauffement et le coût de cet impact sur le réchauffement. En fait, on devrait considérer qu'une tonne de CO2 coûte en proportion de ce que coûte le réchauffement climatique. Mais nous avons vu la semaine dernière, et c'est pour ça que c'était important de passer cette séance, que dans le marché carbone européen,
Et quand on regarde globalement tous les mécanismes qui existent, également le mécanisme, le MACF, alors c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, voilà, c'est-à-dire le fait de taxer les importations, eh bien tous ces prix du carbone ne sont pas décidés en rapport avec le coût du réchauffement climatique. Ce n'est pas ça qui est au cœur de ce mécanisme. On n'évalue pas le tonne de CO2 par rapport à ses effets environnementaux. Ce qui permet d'évaluer la tonne de carbone, c'est le marché carbone. Et le marché carbone, bah, c'est un marché entre industriels. Donc ce sont les industriels, les pollueurs, qui évaluent finalement par le marché combien vaut une tonne de CO2. Donc évidemment, ce prix du carbone n'a aucune base scientifique et écologique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est juste un mécanisme qu'on a fait, quelque part, pour se donner bonne conscience, pour dire on fait quelque chose, pour dire bah, il faut payer le CO2, pour sans doute changer les comportements, mais ce n'est pas le vrai coût de l'émission d'une tonne de CO2. Pour connaître le coût d'une vraie tonne d'émission de CO2, il faut regarder combien une tonne de CO2 change l'atmosphère, voilà, en termes de particules parties par les ppm, là, les parties par million, c'est ça? C'est-à-dire la mesure du taux de CO2 dans l'atmosphère. Il faut regarder combien une tonne de CO2 rajoute de CO2, finalement, dans l'atmosphère, en termes de proportion, et combien cette hausse de la proportion de CO2 dans l'atmosphère réchauffe le climat. Ça, on peut le faire assez facilement. Mais surtout, et c'est là tout le problème, combien une hausse des températures entraîne en termes de coût pour les sociétés humaines. Et c'est ça qu'on ne sait pas faire. Et c'est ça que les économistes tentent de faire. Si on arrivait à ce calcul, alors on pourrait avoir une quantification du vrai coût réel de la tonne de CO2 émise, mais qui serait peut-être très très différent de la valeur de marché des quotas d'émission. C'est ça le problème. Donc, comment fait-on? Alors, bien sûr, vous connaissez les économistes, ils ont peur de rien, et donc ils ont cherché à évaluer le coût du réchauffement climatique. Alors, comment fait-on? Alors, premièrement, une tentative pourrait être d'évaluer la valeur des écosystèmes détruits. Bon, le changement climatique engendre du changement dans le climat, évidemment, et si le climat change, eh bien, certains écosystèmes peuvent s'adapter, puis d'autres ne peuvent pas s'adapter. Donc quand ils ne peuvent pas s'adapter, ils disparaissent. Donc on a une disparition des écosystèmes, une disparition peut-être d'espèces, et donc si on arrive à évaluer quantitativement la valeur de tous ces écosystèmes, de toutes les espèces qui disparaissent, eh bien on a une évaluation finalement du coût du changement climatique. Alors évidemment le problème c'est que quelle est la valeur d'un écosystème? Qu'est-ce qu'on met comme valeur sur... il y a des mécanismes, aujourd'hui on essaie de préserver les écosystèmes, mais on ne les valorise pas quantitativement. L'idée qu'on a c'est la compensation, c'est-à-dire vous détruisez une zone humide, eh bien vous devez contribuer à préserver une autre zone humide quelque part, ou à planter des arbres pour créer des forêts. Bon, avec d'ailleurs une idée d'équivalence. Vous détruisez une zone humide avec certaines espèces, vous avez le droit de planter des arbres ailleurs. Alors c'est des arbres, donc ça ne sera pas une zone humide déjà, mais au moins, on considère que... Alors il y a des systèmes comme ça de quantification. Destruction de telle zone implique planter tel nombre d'arbres pour compenser. Ça n'a rien à voir, mais ça permet... Donc on évalue un hectare de zone humide comme évaluant, alors je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 2 hectares de forêt. Donc vous détruisez 1 hectare de zone humide, vous devez planter 2 hectares de forêt. Oui, parce que créer une zone humide à partir de rien, c'est pas évident. Donc on peut planter des arbres, on ne peut pas trop créer des marécages. Enfin on pourrait, mais bon, ça serait bizarre. Donc il y a ce genre de calculs qui sont faits, on essaie donc de compenser. Ça c'est une logique de compensation. Mais ce n'est pas une logique de valorisation, c'est pas pareil. Une logique de valorisation, c'est vous avez détruit tant de valeur en détruisant 1 hectare de zone humide. Mais comment on calcule cela? Alors on va voir... à la fin de la présentation, je vais vous montrer quelques exemples de tentatives de quantification. Mais voilà, si on est capable d'évaluer les conséquences du réchauffement climatique sur les écosystèmes, on y arrive à peu près. Alors c'est bien sûr des ordres de grandeur, mais on peut dire combien d'espèces vont disparaître à cause du réchauffement climatique, combien d'écosystèmes vont être détruits. On fait l'addition de valeurs de ces écosystèmes, puis on arrive à un coût du réchauffement climatique. Alors ce coût du réchauffement climatique ne prend pas en compte le coût d'adaptation des êtres humains.
qui aussi devraient se rajouter à cela. C'est-à-dire, par exemple, il y aura des zones de culture où on ne pourra plus faire les mêmes types de cultures qu'on avait. Les vignobles du Bordelais, peut-être qu'ils vendront moins cher leur vin, ou plutôt peut-être qu'ils devront chercher d'autres cépages. Bon, il y aura donc des changements aussi du point de vue des humains qui vont être aussi coûteux. Une autre manière d'évaluer le coût du changement climatique, c'est de comptabiliser les coûts pour les assureurs des événements météo extrêmes. Alors, on parle ici, vous voyez, les inondations. Hein, on en parle beaucoup en ce moment. Hein, où est-ce que c'est qu'il y a des inondations? Là, j'ai oublié. Il y en a eu beaucoup dans le Nord-Pas-de-Calais. Et aujourd'hui, c'est dans l'Oise, c'est ça. Hein, dans l'Oise, inondations. En Vendée, il y a eu aussi des périodes, en Poitou-Charentes, il y a eu des inondations aussi cet hiver. Les assureurs payent, mais parfois c'est compliqué de faire payer les assureurs. Parfois, en fait, les assureurs eux-mêmes, ils sont embêtés, hein, parce que du coup, il faut qu'ils se réassurent. C'est que le système assurantiel, il fonctionne à deux niveaux. Il y a l'assureur qui assure les ménages, mais eux-mêmes sont assurés par un réassureur. Bon, eh bien, en fait, ils sont en train de prendre en compte le fait que, eh bien, écoutez, à cause des phénomènes météo extrêmes, donc des sécheresses, des inondations, des ouragans ou des tornades qui peuvent se produire, ou des tempêtes, hein, à cause de la multiplication de ces événements extrêmes. Alors, d'abord, on sait que le réchauffement climatique engendre davantage d'événements météo extrêmes, hein, donc ça a été prouvé scientifiquement. Mais ce qui est aussi important, c'est que le changement climatique pousse aussi des adaptations, hein, c'est-à-dire qui ne sont pas simples à faire. On habite près des côtes, bon, il y aura toujours une côte hein, si le climat change et si la mer monte, mais elle ne sera pas au même endroit. Et du coup, tout ce qu'on a construit près de la côte, eh bien, du coup, ça disparaît et il faut le reconstruire. Donc ça, c'est un coût très important. Donc, on peut quantifier ce coût pour les êtres humains à partir des coûts pour les assureurs. Et puis, voilà, les assureurs eux-mêmes, ils créent des modèles. Ils disent, voilà, si le rythme de hausse des catastrophes naturelles engendre, alors je mets à côté les tremblements de terre hein, qui ne sont pas concernés a priori par le changement climatique, mais pratiquement toutes les catastrophes naturelles hors tremblement de terre ou volcan sont des phénomènes liés au changement climatique. Donc, on peut quantifier comme ça cette hausse, ce coût du réchauffement climatique. Dernier élément qu'on peut utiliser, alors ça c'est une méthode qui m'a bien fait, qui m'a un peu amusé en fait, hein, parce que c'est une méthode d'économiste, hein, tout simplement. On prend le PIB des zones tempérées, on le compare au PIB des zones plus chaudes, tropicales par exemple. On dit, voilà, on fait des comparaisons du PIB par habitant, puis on dit, voilà, il y a une corrélation. Alors déjà, est-ce qu'on trouve une corrélation entre le niveau de chaleur, de climat, entre le climat et le PIB par habitant? Alors, on peut peut-être trouver une corrélation, mais est-ce qu'elle est due au climat? Parce que bien sûr que les pays plus pauvres sont souvent situés près des tropiques. Alors pas systématiquement, bien sûr, mais du coup, est-ce que c'est parce qu'il est sous les tropiques qu'il est pauvre? En fait, c'est évidemment pas pour cette raison. D'ailleurs, il y a des pays tropicaux qui sont très riches. Prenez par exemple la Floride aux États-Unis. Hein, finalement, c'est un climat tropical ou subtropical. Bon, alors d'autres gens se sont dit, on ne peut pas faire ça, donc on va regarder aux États-Unis les États où il fait le plus chaud, et puis on va quantifier, puis on va regarder, du coup, qu'est-ce que produit une hausse de 1 degré, de 2 degrés de moyenne, en termes de PIB, en regardant les différents États et leur PIB par habitant. Alors c'est vrai que les États comme la Louisiane, la Floride est riche, hein, mais la Louisiane et plutôt l'Arkansas sont des États pauvres, alors que des États du Nord sont un peu plus riches. Donc on trouve une corrélation, et puis comme ça on arrive à quantifier le coût en termes de baisse du PIB par habitant d'une hausse du haut des températures moyennes. Bon, alors évidemment c'est absurde ce raisonnement, hein, je ne vais pas passer par 4 chemins. Pourquoi c'est absurde? Parce que le coût il est dans l'adaptation en fait. C'est pas que le réchauffement climatique, c'est pas parce qu'il fait plus chaud forcément alors c'est possible, ça crée bien sûr des changements, et ça crée des changements partout d'ailleurs, hein, y compris dans les climats tempérés, y compris dans les climats tropicaux. Donc déjà c'est bizarre comme comparaison, mais surtout c'est l'adaptation qui est problématique. Et d'ailleurs on le dit, c'est pareil pour les espèces. La Terre a déjà été bien plus chaude qu'aujourd'hui. On a déjà eu des niveaux de température moyenne à 6 degrés supérieurs à l'ère pré-industrielle. Donc on pourrait dire la Terre ne mourra pas si elle fait plus 6 degrés. Mais tout dépend du rythme durant lequel la température augmente. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Donc c'est un problème d'adaptation. Ce n'est pas un problème de niveau de température, le réchauffement climatique.
Et c'est vrai pour les êtres humains, bien sûr, mais c'est aussi vrai pour les écosystèmes. Un écosystème, si on a une hausse, je dis n'importe quoi, de 0,1 degré par siècle pendant 10 000 ans, ça va sans doute arriver à une très forte hausse des températures au bout des 10 000 ans. Mais 0,1 degré par siècle, c'est parfaitement adaptable pour les espèces. Ces espèces ont le temps de s'adapter. Et donc, il n'y a pas de problème de disparition des écosystèmes. Il y a une modification sans doute des écosystèmes, mais voilà, les espèces s'adaptent. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est à un rythme bien supérieur à celui de 0,1 degré par... on a déjà gagné depuis l'ère pré-industrielle, 1,5 degré. Donc, en 2023, on est plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors, c'était peut-être une année un peu plus chaude que les autres, mais globalement, on va bien plus rapidement que les phénomènes de hausse de température qui ont été étudiés, que la Terre a connu dans les millions d'années précédentes. Bon, alors, du coup, vous voyez, le problème là où je veux en venir, c'est que quantifier la valeur du climat, ce n'est pas un exercice facile. Alors, à ce propos, je voulais signaler une vidéo YouTube que je mettrai en lien sous cette vidéo d'ailleurs, celle de Eureka, un YouTuber économiste, et qui a fait une vidéo absolument géniale sur la modéliser l'avenir de l'humanité, où il compare les différents scénarios. Je m'en suis d'ailleurs un peu inspiré, c'est dans cette vidéo que j'ai vu cette idée de comparer les PIB des régions chaudes, les PIB par habitant des régions chaudes à celles des régions tempérées. Voilà, ça m'a bien fait rire, donc du coup j'ai voulu l'intégrer à ça. Bon, alors essayons d'être un peu sérieux. Essayons de trouver une manière de quantifier la valeur, enfin le coût du changement climatique, en regardant finalement quelle est la valeur du climat et quelle perte de valeur on va subir si on change ce climat. Finalement, c'est un peu ça qu'on peut voir. Alors, il y a un rapport très célèbre qui a tenté une quantification globale. Alors, c'est un rapport énorme de 700 pages, commandé par le gouvernement britannique et coordonné par Nicholas Stern, un économiste, publié en 2006 et qui a fait beaucoup parler. C'est donc le rapport Stern. Alors, ce rapport nous dit, alors là aussi, il y avait beaucoup d'incertitudes, et puis on va voir ensuite les débats qu'il a causés, mais il dit globalement, si on ne fait rien, donc l'inaction climatique, on ne fait rien, eh bien on pourrait perdre indéfiniment un PIB de l'équivalent de 5% du PIB à 20% du PIB mondial. Alors pour se rendre compte, aujourd'hui, alors en 2006 les chiffres étaient différents, mais aujourd'hui le PIB mondial c'est environ, c'est marrant, c'est un chiffre à peu près rond, 100 000 milliards de dollars. 100 000 milliards de dollars. Donc ça veut dire que si on prend 5% de 100 000 milliards de dollars, on a 5 000 milliards de dollars, fourchette basse ou fourchette haute, 20 000 milliards de dollars de pertes, si on ne fait rien. Alors, et il dit en même temps que le coût, alors ça aussi, c'est sans doute faux, en tout cas c'est optimiste par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais le coût de l'action pour éviter le changement climatique ne serait lui que de 1% du PIB. Alors nous on a vu 2% d'investissement. Alors attention, c'est pas tout à fait la même chose dont on parle ici, mais il dit 1% du PIB, donc il dit en gros, vous voyez, l'inaction ça coûte 5% du PIB, le coût, c'est-à-dire l'action, coûte 1% du PIB, donc il calcule. Il dit, c'est super rentable, du point de vue purement financier, c'est super rentable de lutter contre le réchauffement climatique, puisqu'on a un rapport de 1 à 5 au minimum en termes de gains par rapport aux investissements consacrés. Voici le résumé des conclusions du rapport. Alors évidemment, je l'ai pris en anglais, parce que je ne crois pas qu'il ait été traduit en français. Donc si nous ne changeons pas, le coût global serait équivalent à perdre au moins 5% du PIB mondial chaque année, et maintenant et forever, donc à jamais. Et si on prenait en compte plus de risques, parce qu'évidemment il y a une grande incertitude et d'impact, alors on pourrait arriver à des dommages qui vont jusqu'à 20% du PIB ou plus. Alors en plus ou plus, donc c'est même pas une fourchette finie, donc bon, vous voyez, on est dans beaucoup d'incertitudes. En rapport, le coût de l'action, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre pour éviter les plus forts impacts du changement climatique. On est toujours dans le climat, d'ailleurs, on n'est pas dans la transition écologique au sens large, on est vraiment dans la transition climatique, dans la lutte contre le réchauffement climatique, peut être limité à peu près 1% du PIB global chaque année. Ces investissements devraient avoir lieu dans les 10 à 20 prochaines années,
Et donc, alors 10 à 20 prochaines années, je vous signale qu'on est en 2024, hein, et qu'il a écrit ça en 2006, donc voilà, on y est déjà quasiment aux 20 prochaines années. Hein. Et donc, voilà, c'est un vrai challenge, et il faut vraiment le faire parce qu'on pourrait avoir des changements irréversibles ou impossibles à cause du réchauffement climatique. Alors, je vous ai donné les conclusions. Je vais ensuite vous parler des contestations, de la méthode, comment il arrive à cela, mais d'abord quelques éléments de contexte, parce que ce rapport, bien qu'il soit un peu catastrophiste dans le terme d'ampleur du coût qu'il évalue, quand même au minimum 5 000 milliards de dollars, enfin, je veux dire, on ne se rend pas compte. Alors, et d'ailleurs, ces chiffres ne veulent plus rien dire pour les gens. Je veux dire, vous leur dites 5 000 milliards, vous pourrez leur dire 50 000 milliards, hein, c'est-à-dire un rapport de 1 à 10, ça serait pareil. Hein. Je veux dire, ces chiffres n'ont plus aucun sens, même pour moi, je vais vous dire, ils n'ont aucun sens en fait. Bon, alors pour les mettre en rapport, on parle beaucoup de la dette publique, c'est 3 000 milliards de dollars, donc là on parle de 20 000 milliards, hein, donc voilà, donc on est quand même un chiffre quand même très élevé. Voilà, donc c'est difficile à se rendre compte, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas du tout révolutionnaire. C'est-à-dire que, en fait, Stern reste un économiste tout à fait néoclassique, tout à fait mainstream, et il dit il est possible de maintenir un régime de croissance capitaliste tout en luttant contre le réchauffement climatique. Bon, bien sûr, il faut de l'intervention publique pour être capable de réorienter, donc il faut de l'action publique, bien sûr, mais cette action publique doit être au service du capitalisme, en fait, de sauvegarder le capitalisme. Hein. Donc c'est pas du tout un gauchiste révolutionnaire, d'ailleurs, beaucoup de gens l'ont critiqué pour ça. Mais il parle quelque part au nom des économistes qui croient au capitalisme et qui croient au marché. D'ailleurs, il va lui aussi tomber d'accord avec tout ce que disent les économistes. Hein. Souvenez-vous, les séances de la semaine dernière, il faut un prix du carbone, un prix mondial du carbone, parce que c'est le prix qui détermine les comportements et qui permet de transformer, de changer notre économie globalement. Et puis il parle même de finances vertes, hein. Il faut mettre en place des mécanismes financiers qui vont être adossés sur ces prix du carbone. Et puis ce prix, bien sûr, doit être mondial. Pourquoi il doit être mondial? Pour éviter que certains pays jouent les passagers clandestins, pour éviter qu'on délocalise dans un pays qui n'a pas mis en place un prix du carbone. Bon, entre parenthèses, on est encore très loin de cela, hein, aujourd'hui, en 2024. Il faut également une coopération internationale, et puis encore plus intéressant, de notre point de vue, c'est qu'il va estimer que l'objectif, c'est d'arriver à une concentration de CO2 dans l'atmosphère de 550 ppm, ce qui correspond, et je suis allé vérifier, à peu près une hausse des températures de 3 degrés. Bon, donc en fait, l'optimum, c'est d'arriver à 3 degrés. Ce n'est pas du tout l'objectif de l'accord de Paris, hein, de plus 1,5 degré. Bon, mais d'un autre côté, voilà, il met au moins, il dit, bon, il faut quand même qu'on agisse très vite, nous dit-il en 2006, pour limiter la hausse du réchauffement climatique à plus de 3 degrés et on sera sauvé. Parce que lui, il envisage qu'on pourrait augmenter à 6 degrés. On parle ici d'un rapport de 2006. Aujourd'hui, finalement, on n'a pas beaucoup changé nos évaluations. Hein. On pense que d'ici 2050, d'ici 2100, on pourrait arriver à plus 4 ou plus 5 degrés. Donc 2100, c'est très rapide. Hein. Ça arrive quand même très vite, surtout à l'échelle géologique. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Il y a finalement un objectif assez élevé de hausse des températures. Pourquoi? Parce que, on va le voir, c'est très compliqué de lutter contre le réchauffement climatique. Et je vous signale que non seulement on n'émet pas moins de CO2, mais on émet plus chaque année encore aujourd'hui. Le seul moment où on a une réduction mondiale de CO2, c'est en 2020, à cause de la crise Covid. Mais c'est évidemment une année exceptionnelle. En général, chaque année, on émet plus de CO2 que la dernière fois. Donc même si on n'émettait pas plus de CO2, on arrivait on émettrait toujours plus de CO2. Le problème du CO2, c'est qu'il s'accumule. Il ne faudrait plus en émettre du tout, ou plus précisément en émettre moins que ce qu'on arrive à compenser, ou autant que ce qu'on arrive à compenser pour stabiliser l'atmosphère, en fait. Hein. Donc on en est très 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 loin aujourd'hui des objectifs même de Stern, puisque les émissions de gaz à effet de serre augmentent d'année après année, et encore aujourd'hui. Alors évidemment, ce rapport, il a été critiqué. Alors d'abord, essayons de réfléchir sur quelques critiques générales. La question du changement climatique,
c'est aussi prendre en compte ce qu'on appelle l'effet rebond. Alors, peut-être que vous connaissez l'effet rebond. En fait, l'effet rebond, c'est la chose suivante. Quand on commence à avoir des solutions technologiques, c'est-à-dire, par exemple, des lampes qui consomment moins d'énergie pour éclairer la même quantité, eh bien, on a tendance à utiliser plus de lampes. C'est-à-dire qu'une partie des solutions technologiques qui visent à baisser nos émissions peut avoir comme contre-coup le fait qu'on va plus utiliser. On va avoir une voiture électrique, eh bien, on va se mettre à plus l'utiliser qu'une voiture thermique. Alors certes, elle n'émet pas de CO2, mais enfin, l'électricité qui permet de la recharger, parfois, elle émet pas mal de CO2, surtout dans certains pays. Donc du coup, c'est pas neutre du point de vue carbone. Et puis pour la produire, ça coûte cher. Et puis quand on l'utilise, on peut l'user. Enfin, on peut aussi avoir un accident, il l'a cassé. Et donc il va falloir la réparer et ça émettra aussi beaucoup de CO2. Donc ça aussi, la question de l'effet rebond, eh bien ça n'est pas vraiment mis en avant par le rapport Stern. Et ça limite en fait les solutions technologiques qui sont évidemment mises en avant. Et puis, les solutions technologiques, elles posent aussi un autre problème, c'est est-ce qu'on va les avoir? Est-ce qu'on va pouvoir décarboner tout un ensemble d'activités économiques, en particulier les transports, en particulier l'aviation? Je veux dire, l'aviation, bon, certes, c'est pas le plus fort domaine d'émissions, enfin, c'est 3% des émissions mondiales, c'est quand même pas ridicule, c'est 3 fois plus que ce que fait la France en général, parce que la France a à peu près 1% des émissions mondiales. Donc, ça veut dire que comme on n'a pas d'avions décarbonés, on ne sait pas les faire. Est-ce qu'on arrivera à les faire d'ici 2050? Bon, quand on a un nouveau prototype d'avion, d'ici qu'il soit mis en service, d'ici qu'on balance toute la flotte actuelle, on n'y arrivera pas en fait. On sait qu'en 2050, on aura encore des avions à propulsion thermique et qui consommeront du CO2, qui émettront du CO2. Parce que même si on arrivait technologiquement à trouver quelque chose aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, eh bien le temps de renouveler la flotte, le temps de mettre en place, de produire cet avion, de produire un prototype, de sécurisation, etc., tout ça, ça dure au moins 10 à 15 ans, minimum. Donc voilà, et puis le temps de changer la flotte des avions, voilà, on n'a pas l'avion décarboné, quoi. On ne l'aura pas avant 2050, ça c'est certain. Donc les solutions technologiques, même si sur papier elles peuvent être inventées, il n'est pas du tout certain qu'elles soient suffisamment matures. Et même, il n'est pas du tout certain qu'on arrive à les inventer même sur papier. Encore une fois, l'avion décarboné, on ne sait même pas le concevoir. On parle beaucoup d'avions à hydrogène, mais en fait, on sait que ça ne fonctionne pas. Bref, on peut parler de l'avion à batterie, mais n'en parlons pas. Voilà. On a des solutions pour les voitures, on a des solutions pour les camions, même si là aussi, renouvellement de la flotte, c'est très compliqué. On a des solutions pour la production d'électricité. On sait produire assez facilement maintenant de l'électricité non carbonée. Bon, alors le problème, c'est de renouveler, enfin de renouveler nos centrales, c'est ça qui coûte très cher. Pour l'industrie, on a des solutions aussi. On sait produire de l'acier décarboné, même si ça coûte très très cher. On sait le faire, alors c'est ça tout le problème du coût, la transition. Donc techniquement, on sait faire, mais ensuite, on ne sait pas. Alors, autre chose qu'on ne sait pas faire, c'est extraire des métaux rares sans émission de CO2. Parce que quand vous avez une usine, vous pouvez l'électrifier facilement parce qu'elle est implantée à un endroit particulier, mais quand vous avez une mine, vous avez des machines, et tout le secteur du bâtiment, il a besoin de carburant, et on ne sait pas encore tout électrifier. Les tracteurs, alors on commence à avoir les tracteurs électriques, mais enfin c'est très compliqué, c'est plus compliqué parce que on ne peut pas brancher ces instruments mobiles, donc dans le BTP, dans les mines, dans les campagnes, voilà, on n'a pas la facilité d'approvisionner en électricité les machines. Alors un autre problème encore plus intéressant, et sur lequel je vais passer quand même un petit peu de temps parce que c'est essentiel, c'est la question du taux d'actualisation. Alors, il faut que je vous explique un peu ce que c'est que le taux d'actualisation. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en finance, et il s'agit d'évaluer la valeur d'un gain futur par rapport à la valeur du même gain aujourd'hui. En fait, il faut comprendre qu'en économie, en finance, 100 € aujourd'hui n'a pas du tout la même valeur que 100 € dans 10 ans. Et plus on est sur des temps longs, plus la différence devient importante. Globalement, on a tendance à déprécier la valeur avec le temps. Alors, y compris, je ne parle même pas d'inflation ici, on néglige l'inflation, mais indépendamment de l'inflation, on va avoir tendance à déprécier la valeur de quelque chose au fur et à mesure du temps, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la nature humaine fait qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est-à-dire,
avoir aujourd'hui de la richesse, c'est mieux qu'avoir peut-être de la richesse demain. En gros, il y a une dépréciation du temps. On préfère consommer maintenant que consommer plus tard. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle la préférence pour le présent. Mais il y a d'autres raisons. La deuxième raison, c'est l'incertitude. Le fait qu'on ne sait pas exactement comment demain sera fait, et donc, même si on peut nous promettre quelque chose demain, pourra-t-on vraiment le consommer? Pourra-t-on acheter ce qu'on veut demain? En fait, on ne sait même pas ce qu'on voudra demain. Et puis, la croissance économique fait que, de toute façon, l'argent qu'on aura demain, s'il y a une croissance économique, vaudra moins que l'argent aujourd'hui, parce que comme on sera plus riche, on accordera moins de valeur à l'argent. Bref, pour toutes ces raisons, on doit pratiquer un taux d'actualisation. Alors, il est absolument indispensable dans la question de la valeur du climat. Pourquoi? Parce que le coût de lutte contre le réchauffement climatique, c'est un coût maintenant. C'est maintenant, évidemment, qu'il faut changer les voitures, qu'il faut changer les machines, qu'il faut décarboner. Mais le bénéfice de la lutte contre le réchauffement climatique, lui, il aura lieu dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. C'est-à-dire que c'est tout le CO2 non émis qui va atténuer le réchauffement et qui va nous faire gagner des choses, en quelque sorte, ou plutôt nous faire moins perdre des choses. Et donc, il faut, quand on fait un calcul économique, déprécier l'avenir, en quelque sorte, pour le comparer au présent. Bon, alors du coup, ça dépend du taux de dépréciation qu'on utilise. Si on utilise 1,4%, ce que fait Stern, c'est un taux assez faible, en fait, un taux d'actualisation assez faible, du point de vue de l'utilisation. Alors pourquoi ce taux 1,4%? Alors, d'après ce que j'ai compris, il y a plusieurs taux dans le rapport Stern, et ça, c'est la moyenne des taux d'actualisation qu'il utilise. Mais en fait, cette moyenne de taux d'actualisation, elle est assez proche du taux de rendement des obligations publiques. Alors, c'est intéressant parce que ça permet de dire que le marché évalue finalement l'avenir en regardant les taux d'intérêt réels qu'il obtient sur les obligations publiques. En fait, on pourrait considérer que le taux d'actualisation, c'est comme ça qu'on l'utilise en économie, c'est un peu le taux de rendement d'un actif sans risque. Vous voyez, typiquement les obligations publiques. Donc ça veut dire que si on s'attend à avoir plus 1,4% de revenus en détenant des obligations, qui sont donc sans risque, alors c'est qu'on déprécie le futur à un rythme de 1,4%. Alors c'est vrai, mais pourquoi ce taux-là? Parce que si on prend le taux du capital pour les entreprises privées, logiquement les entreprises privées doivent payer plus cher l'argent que l'État. Pourquoi? Parce qu'elles ont un risque de faillite. Et dans ce cas-là, on s'aperçoit que le taux demandé par les investisseurs aux entreprises privées comme rendement de l'action, eh bien, il est en fait de 3% en moyenne. Alors, on parle ici des débats en 2006, hein, c'est un peu différent aujourd'hui, donc, mais il est à peu près 2 fois plus élevé, plus de 2 fois plus élevé. Si on évalue le taux d'actualisation à 3%, eh bien, conséquence logique, les gains futurs sont dévalorisés. Vous comprenez? Parce qu'on va dévaloriser les gains futurs. C'est ça le principe du taux d'actualisation. Si le taux d'actualisation est plus élevé, alors les gains de la lutte contre le réchauffement climatique, les gains du fait d'avoir sauvé le climat, seront plus faibles. Et donc ça change tous les paramètres du calcul. Et ça a une influence considérable sur le choix du seuil d'émissions qu'il faut obtenir, hein, de l'objectif des plus 3 degrés. Parce que là, on est à plus 3 degrés, mais finalement, si on a un taux d'actualisation de 3%, peut-être que le bon modèle serait plus 4 degrés. Puisque certes, on augmente plus le réchauffement climatique, mais comme le coût qu'on attribue aujourd'hui au gain du fait d'avoir lutté contre le réchauffement climatique est plus faible, eh bien ça veut dire qu'on peut se permettre de moins investir aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je dis simplement qu'on fait toujours ce coût, ce comparatif, d'accord? Combien nous coûte le réchauffement climatique? Mais ce coût, il sera dans l'avenir, il sera dans 20 ou 30 ans, par rapport à combien nous coûte maintenant la lutte contre le réchauffement climatique. C'est ça qu'on regarde, on compare les deux. Si on a un taux d'actualisation plus élevé, alors les gains, enfin plutôt le coût du changement climatique sera sous-estimé en quelque sorte que si on a un taux d'actualisation plus faible. Vous voyez? Donc voilà, donc ça veut dire, en fait l'avenir a moins d'importance au fur et à mesure qu'on a un taux d'actualisation plus élevé.
Donc, si l'avenir a moins d'importance, il faut plus polluer, en quelque sorte. Toutes choses égales par ailleurs. C'est rationnel, c'est économique, hein, c'est même néoclassique, parce que l'économie, on peut quand même la voir de manière, j'y reviendrai, de manière plus large que ces modèles-là. Mais du coup, voilà. Du coup, Stern, lui, il prend un taux d'actualisation qui est proche du taux de rendement des obligations publiques, donc des actifs sans risque. Et Nordhaus, William Nordhaus, dont on va parler tout à l'heure, qui a prix Nobel d'économie sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique, justement, eh bien lui, il va dire, mais en fait, il faudrait prendre 3%. Alors d'ailleurs, ce débat entre quantitatifs, est-ce que c'est plus 1,4 ou est-ce que c'est plus 3 ? Il faut réfléchir aussi sur qui va financer la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que si c'est les États qui financent, alors c'est logique de prendre le taux, pour eux, le taux d'actualisation qui est le coût du capital public, c'est-à-dire le coût d'emprunter sur les marchés financiers, 1,4%. Mais en fait, l'essentiel de la lutte contre le réchauffement climatique va être financé par les entreprises. Parce que c'est le marché qui finance ça, hein. C'est le marché qui doit organiser le changement, le renouveler, tout le capital industriel. Donc c'est les entreprises privées qui doivent renouveler leur capital industriel. Donc elles ne vont pas regarder le coût du capital pour l'État, il faut qu'elles regardent le coût du capital pour elles-mêmes. Donc de ce point de vue-là, Nordhaus, il n'a pas complètement tort. Mais alors du coup, pour les entreprises, le calcul n'est pas du tout le même que pour l'État. Alors qu'est-ce que vaut le calcul pour la société dans son ensemble? Ça, on ne sait pas. Mais voilà, mais ça veut dire qu'ici, il y a deux logiques. L'une qui dit, finalement, sous-entend, même s'il ne le dit pas, parce que en fait, Stern ne dit pas qu'il faut que l'État prenne en charge tous les coûts. Alors, évidemment qu'il ne le dit pas parce qu'il est pro-capitaliste. Mais d'un autre côté, quand il prend un taux d'actualisation qui est proche du taux des obligations publiques, finalement, c'est ce qu'il induit. Et ce n'est pas cohérent avec son discours pro-capitaliste, en quelque sorte. Puisque ça devrait être pris en charge en grande partie par le privé. Vous voyez, donc ça devrait être 3%. Mais alors si on a 3%, alors on pollue plus. Donc ça pose aussi d'autres problèmes. Bon, un autre problème, tiens. L'équité intergénérationnelle. Parce que là, on fait comme si c'était les mêmes personnes qui y vivent aujourd'hui et dans 30 ans. Ou dans 50 ans. Parce que le coût de réchauffement climatique, on parle beaucoup de 2050, comme si le coût, après 2050, c'est terminé, quoi. Non, en fait. D'abord, après 2050, si ça se trouve, on continuera de réchauffer l'atmosphère, donc ça ne sera peut-être pas fini, le réchauffement climatique. Et à mon avis, il y a peu de chances que ça soit fini. Mais en plus, le réchauffement climatique, ça se cumule. Le coût des générations qui vivront en 2080 sera sans doute supérieur au coût des générations qui vivront en 2050 et au coût des générations actuelles. Et même, on a l'impression que le coût croît de manière en plus rapide. Quand on regarde les événements climatiques, on sent beaucoup plus le réchauffement climatique aujourd'hui qu'il y a 10 ans, par exemple. Donc, dans 20 ans ou dans 30 ans, on le changera. Voilà, donc ça va encore s'accumuler. Alors, là, on a un autre problème. C'est les gens d'aujourd'hui qui doivent payer, en quelque sorte, puisqu'on sait que c'est un coût pour lutter contre le réchauffement climatique, mais c'est les générations futures qui en profiteront, en quelque sorte, du fait qu'on ait investi dans la lutte contre le réchauffement climatique ou non, ou qui paieront les conséquences. Alors comment fait-on pour résoudre ce problème? Ce n'est pas les mêmes personnes. Si on devait être purement rationnel, quand on est un peu âgé, on n'a pas du tout envie de lutter, puis on ne va pas du tout voter pour les écologistes, après tout. On ne va pas du tout lutter contre le réchauffement climatique. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est lié à l'âge, mais beaucoup de ménages français se détournent des discours écologiques parce qu'ils n'ont pas envie de payer une taxe carbone, en quelque sorte. Et parce qu'ils se disent peut-être que ça servira plus tard, mais 1-2 mois plus tard, on ne sait pas trop, d'abord, disent-ils, donc c'est-à-dire là, on voit bien la préférence pour le présent, et puis aussi, de toute façon, moi, dans 50 ans, je ne serai plus là, donc pourquoi est-ce que je m'embêterai? Et là, c'est un vrai problème. Surtout si on intègre deux éléments, qui sont la croissance et l'incertitude technologique. Alors j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. La croissance économique fait que les générations futures, elles seront aussi plus riches. Donc, nous dit-on, peut-être qu'elles pourront subir une perte un peu plus importante que les générations d'aujourd'hui. Pourquoi c'est les générations d'aujourd'hui qui sont plus pauvres que les générations de demain, si la croissance économique, qui devrait financer le bien-être des générations de demain? Alors oui, mais c'est comme ça qu'on raisonne. Alors peut-être que la croissance n'aura pas lieu. Mais d'un autre côté, si on fait le pari d'une croissance économique, c'est le pari que fait Stern, alors on devra raisonner comme ça aussi. Et puis l'incertitude technologique, c'est la même chose. Peut-être que ça sera beaucoup plus facile de lutter contre le réchauffement climatique dans 40 ans parce qu'on aura de nouvelles technologies, au lieu d'aujourd'hui.
Bon, essayez de calculer tout ça avec tous ces paramètres que je viens de donner. Hein, bon, pas évident. Dernier problème très important, enfin oui, même au pluriel, la subtilité technique des facteurs de production. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, du point de vue général, décarboner l'économie, c'est transformer nos machines thermiques en machines électriques. Donc c'est substituabilité, ça implique une substituabilité technique hein, du système productif. Et ça veut dire pas simplement changer la source d'électricité, mais changer les matériaux utilisés. On avait certains composants pour fabriquer un moteur thermique, maintenant on a besoin d'autres composants très différents pour fabriquer une voiture électrique avec des batteries. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut trouver, est-ce qu'on peut substituer toujours facilement des machines d'aujourd'hui ou des techniques d'aujourd'hui à des techniques décarbonées? C'est pas du tout évident. Donc ça aussi, le rapport Stern, il n'en parle pas tant que ça. Et puis un autre élément que je trouve encore plus intéressant quand on réfléchit. En fait, dans le modèle économique, tout se substitue, tout a un prix. Si on vous paye suffisamment, en gros, si le prix du carbone augmente très fortement, au bout d'un moment, vous allez arrêter d'émettre du CO2. En gros, comme si c'était toujours possible. Or, c'est pas toujours possible d'arrêter d'émettre. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes avec la taxe carbone. Parce qu'il y a des gens qui disent « mais moi, je ne peux pas faire autrement que d'utiliser ma voiture thermique, parce que j'en ai pas d'autres, parce que chez moi, je ne peux pas forcément brancher ma voiture, parce que pour des raisons X ou Y, je peux pas. » Et puis pareil pour les chaudières, etc. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas se décarboner, ils n'ont pas le choix de décarboner. Et on pense que si on augmente le prix, tout le monde trouvera le moyen de décarboner. Mais en fait, parfois, non, en fait. Parfois, ça ne fonctionne pas. Et puis un autre élément qu'on oublie, c'est que l'agriculture a certes l'agriculture va être vraiment touchée par le changement climatique. Enfin, c'est l'activité humaine qui sans doute va être la plus touchée par le changement climatique. Parce que l'agriculture, c'est soumis au climat. Est-ce qu'on va pouvoir toujours cultiver est-ce qu'on pourra toujours se nourrir simplement avec des espèces plus résistantes à la sécheresse, à la chaleur ou à d'autres choses? Est-ce qu'on pourra toujours trouver ces espèces-là si la Terre se réchauffe de 2-3 degrés? On n'en sait rien. Alors, qu'est-ce qu'on répond? Les économistes répondent, ils disent de toute façon, l'agriculture, c'est pas une grande part du PIB. C'est 3% du PIB. Donc si on peut plus autant cultiver, c'est pas grave. Mais enfin, c'est absurde, ce raisonnement, parce que si on produit 2 fois moins de nourriture, il y aura 2 fois moins d'êtres humains, en fait. Et donc, il y aura 2 fois moins de PIB, si on veut raisonner comme ça. Vous voyez, c'est l'idée qu'on peut tout substituer à tout. En fait, c'est pas vrai. Il faut quand même nourrir les gens. Il y a quand même des besoins fondamentaux qu'il faut remplir. Il y a parfois des difficultés techniques à substituer une activité par une autre ou une machine par une autre. Donc, on ne peut pas raisonner de manière aussi abstraite qu'on le fait dans ces rapports. Dernier élément, parce que j'ai trouvé dans les critiques du rapport Stern, mais j'y reviendrai tout à l'heure, et c'est un peu lié au problème de la substituabilité. L'irréversibilité des pertes des ressources naturelles. Quand vous détruisez un écosystème, quand vous faites disparaître une espèce, c'est irréversible. Alors c'est vrai que Stern en a parlé d'irréversibilité lui aussi. Mais l'irréversibilité suppose qu'il n'y a pas de substitution possible. Parce que c'est pas parce qu'on a perdu une espèce qu'on va pouvoir planter des arbres et dire j'ai compensé, quoi. Vous voyez, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les zones humides, c'est pareil. Parce que c'est pas la même chose. Si on n'a plus de zèbres, on ne pourra pas dire je vais prendre des chevaux, je vais les peindre et puis ça sera comme pareil. Non, ça ne sera pas pareil. On ne peut pas s'amuser quand il y a une irréversibilité, par définition, c'est irréversible, on ne peut pas revenir en arrière. Et on sait que le nombre d'espèces naturelles disparaît à un rythme qu'on n'a jamais vu depuis que l'humanité existe. Donc ça aussi, ça ne peut pas être quantifié en termes de perte de valeur, en termes de coûts financiers. C'est un autre type de quantification qu'il faut utiliser. J'y reviendrai. Alors, je vais essayer d'avancer. Alors, je vais avancer un peu plus vite sur William Nordhaus. Alors, pourquoi j'en parle? Pourquoi j'ai parlé de Stern? Parce que c'est le premier qui a essayé de faire ça. Et Nordhaus, c'est quelqu'un qui a critiqué Stern et qui a essayé de construire un modèle, le modèle DICE, qui est une modélisation de l'économie et des conséquences du réchauffement climatique. Et pour cela, il a eu le prix Nobel. Donc c'est la référence ultime chez les économistes en termes justement de pratiques
de la logique économique dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et là encore, on parle que de réchauffement climatique. Hein. C'est la seule chose qui est utilisée par Nordhaus, c'est-à-dire les émissions de CO2. Alors, Nordhaus, il va utiliser un modèle un peu à la manière de Stern pour calculer le coût du réchauffement climatique, et il va avoir ce prix Nobel parce que son modèle est très facile à paramétrer, très clair, très lisible, et donc il permet à chacun de jouer sur les paramètres et de regarder combien ça coûte le réchauffement climatique. Mais ce qui est intéressant, et ce qui est problématique aussi dans ce modèle, c'est qu'il part lui aussi de l'hypothèse que tout peut se substituer. C'est-à-dire que si on manque d'une ressource naturelle, il n'y a plus de ressources, je ne sais pas, en nickel ou en cobalt, par exemple, on trouvera une autre source pour faire des batteries aussi efficaces. Si on n'a plus de pétrole, on n'aura aucun problème à utiliser une autre source d'énergie pour faire rouler nos voitures, nos bateaux ou je ne sais quoi, nos avions. Et ça, en fait, c'est une hypothèse qui n'est pas celle d'un ingénieur, par exemple. C'est-à-dire qu'un économiste, pour lui, tout se vaut, hein, tout a un prix, tout peut s'échanger. Mais un ingénieur, lui, il pense aux caractéristiques techniques, à la réalisation réelle, enfin au monde réel, en fait, au monde technique qu'il y a derrière. Et parfois, techniquement, il n'y a pas 10 000 solutions possibles. Et si une solution ne marche pas, parfois on est obligé de renoncer au projet. Et la logique économique, elle part du principe que voilà, on peut toujours trouver une solution à tout, même si il faut payer plus cher parfois. Et donc, tout est une question de prix et de valeur. Alors, il faut savoir, parce que je tenais à le dire, que cette idée que le capital peut s'agréger, hein, on peut s'agréger et quantifier la valeur en capital sans s'intéresser aux caractéristiques techniques de ce capital, c'est-à-dire de ces facteurs de production, je parle des machines, des choses comme ça, elle a été contestée en économie. C'est ce qu'on appelle la controverse du capital ou la controverse des deux Cambridge. Alors je vous inviterai à regarder sur Wikipédia si ça vous intéresse. C'est une controverse des années 60. Et à l'époque où on essaie de modéliser l'économie, il y a un certain nombre d'économistes qui se disent on va agréger le capital, c'est-à-dire on va agréger les machines, donc les valeurs des machines, on va faire une quantification de l'ensemble de la valeur de ces machines, et puis on va considérer que l'économie fonctionne avec un stock de capital qui produit du PIB, et on ne va pas s'intéresser au contenu même de ces machines, c'est-à-dire à la caractéristique technique de ces machines, on va tout agréger comme ça, on va faire la somme de tout ça, et on va en déduire une valeur du capital. Et en fait, ça c'était ce que voulaient faire les Américains, donc les Cambridge du MIT, et puis les Anglais, donc l'autre Cambridge, les Anglais de Londres, enfin de Cambridge, eux, ils étaient contre cette idée, ils étaient assez hétérodoxes à l'époque, ils disaient mais enfin, on ne peut pas agréger, on est face à des machines réelles, des choses qui sont techniques, qui sont techniquement différentes les unes des autres, et si vous agrégez, vous perdez une énorme information, puis en fait ça n'a plus aucun sens économique, et donc il y a eu ce débat qui finalement a été gagné, et c'est ça qui est amusant, par les Anglais. C'est les Britanniques qui disaient qu'on ne peut pas agréger le capital pour en faire une fonction de capital agrégée, qui ont gagné le débat, mais voyez-vous, on a continué à faire ça quand même. Parce qu'en fait, sinon on ne peut plus faire de macroéconomie en fait, dans les modèles néoclassiques actuels. Et en fait, je dis ça parce que l'idée de substituabilité des facteurs de production, l'idée qu'on va pouvoir tout agréger, voilà, eh bien c'est finalement problématique, y compris pour les économistes, qui ont posé la question il y a très longtemps, mais qu'on a un peu oublié. Bon alors, Nordhaus, alors c'est amusant, parce qu'il conclut à un calcul, alors il dit déjà il faut faire un calcul coût-bénéfice, sinon on ne peut pas faire d'économie, de toute façon c'est ça la base, mais alors si on fait un calcul coût-bénéfice, alors il y a un changement climatique optimal, qui est de plus 2,4 degrés, alors c'est pas 2,4 degrés, c'est 2,25 degrés, je croyais avoir changé, j'ai oublié, c'est 2,25 degrés, c'est 2 et un quart. Alors je vais vous montrer l'endroit où il en parle, ah oui c'est changé après. How do economists respond to the... Comment les économistes répondent à ces questions? Tout le monde serait d'accord pour dire qu'il faut faire une analyse coût-avantage ou coût-bénéfice, mais parce qu'il faut faire des choix raisonnables. Et donc, par un processus careful study, une étude attentive et une analyse, nous pouvons essayer d'évaluer les ordres de grandeur qui vont nous permettre de décider, parce qu'il faut agir de manière responsable avec l'argent des gens. However, if we are to act responsibly with people's money and not to make foolish investment,
We need to compare the price tag with things we are buying. Donc c'est ce que je vous ai dit, hein, on gère l'argent des autres, donc on doit faire des choix qui reposent sur un calcul coût-bénéfice. Et donc, il arrive à l'idée qu'il faut arriver à 2,3 degrés Celsius, ou après il parle d'un objectif, un target of 2,25 degrés Celsius. Il est justifié d'un point de vue économique, c'est-à-dire que si, as we move outside this temperature range in either direction, the total cost increase sharply. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on arrive à, c'est ça qui est amusant, à plus de 2,3 degrés, alors le coût global augmente, on n'est pas efficace, mais si on fait moins, alors le coût global augmente aussi. Parce qu'on va consacrer des ressources à essayer de lutter plus efficacement contre le changement climatique, donc on va moins changer le climat, mais ça va nous coûter très cher, et en fin de compte, on sera moins heureux. Donc, on sera hyper heureux. Alors c'est un livre de 2013, j'ai pas dit, hein, c'est un livre encore un peu ancien, mais postérieur quand même à celui de Stern, et dit le niveau de satisfaction maximale, c'est un réchauffement climatique de 2,3 degrés. C'est ça l'économie. Alors, comment fait-on? Alors évidemment, il faut un prix du carbone. Il y a deux manières d'avoir un prix du carbone. La première manière, c'est le marché européen du carbone, c'est ce qu'on appelle cap and trade, c'est-à-dire on limite les quantités et puis chacun peut échanger les quotas d'émission. Ou alors, on nous dit, dans d'autres façons c'est la même chose, on peut imposer directement une taxe carbone, un prix du carbone, à l'échelle mondiale, donc c'est la même idée que Stern, mais contrairement à Stern, il va évaluer le prix du carbone qu'il faut avoir. Et il va évaluer en disant, en 2015, donc c'est dans l'avenir puisqu'il est en 2013, il faudrait un prix du carbone de 25 $ par tonne, et au maximum en 2050, pour atteindre 2,5 degrés Celsius de réchauffement climatique, eh bien, il faudrait arriver à envisager une taxe de 160 $ la tonne de CO2 émise. Alors, pour comprendre les ordres de grandeur, 25 $ la tonne de CO2, ça veut dire une hausse du prix du carburant de 6 centimes. J'ai fait le calcul. Et de 32-33 centimes, je ne sais plus, entre 30 et 40 centimes, j'ai oublié le chiffre exact. Si on a une... De toute façon, il suffit de faire une règle de 3, mais peu importe. Si on a une tonne de CO2 à 160 $. Donc c'est rien du tout. Et il nous dit qu'avec 160 $ la tonne de CO2, on arrivera à arriver à ce changement climatique optimum. Alors, ça veut dire que si on arrive à changement climatique optimum, ça veut dire qu'on n'émet plus de CO2. Hein, parce que, souvenez-vous, il faut qu'on arrive à zéro émission en 2050, si on veut arriver à un optimum. Parce que si on continue d'émettre, le climat va continuer d'augmenter. Et donc, on ne va pas arriver à... Enfin, on ne va pas réussir, il faut arriver à neutralité carbone, c'est ça l'idée. Alors, je vous montre le petit graphique. Alors, évidemment, il y a des marges, parce qu'évidemment, on est dans l'incertitude. Donc, avec le côté pessimiste, il faudrait que vous voyez que c'est les prix par tonne de CO2, donc c'est en carbon price. Donc, en 2020, on est à 50 $. En 2030, alors dans le cas le pire, on est à un peu plus de 80, et puis à la fin, en 2040, on arrive à plus de 180 $. Et puis si on est dans le scénario central, c'est là qu'on arrive à 160 $ en 2050, à la tonne de CO2. Ça veut dire, encore une fois, pas grand-chose en plus. Alors on se dit, c'est génial. Mais comment, sur quelle hypothèse est fondé ce prix? Sur l'hypothèse de substituabilité forte. C'est-à-dire, si le prix de la tonne de CO2, il augmente, il passe à 160 $, en gros, si le prix de mon essence coûte 40 centimes de plus, eh bien, je vais arrêter d'utiliser ma voiture. Je vais prendre que des électriques, plus personne va avoir de voiture thermique. En fait, c'est pas du tout ce qu'on constate. Je veux dire, quand les prix du pétrole augmentent, et il a largement augmenté, il est beaucoup plus cher, le prix du gasoil est beaucoup plus cher, et a des facteurs bien plus importants que le prix de la tonne de CO2, qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Et pourtant, on continue d'utiliser notre voiture, en fait, et on n'émet pas moins de CO2. Donc, en fait, ce calcul, il est fondé sur l'hypothèse que c'est très facile de substituer du carburant fossile à du carburant non fossile, et que du coup, une faible augmentation du prix fera basculer les gens dans la décarbonation. Mais c'est une hypothèse, je l'ai dit, c'est une hypothèse qui n'est pas... qui est posée comme ça dans le modèle, mais qui n'est pas justifiée, parce qu'il ne s'intéresse pas aux caractéristiques techniques, justement. Bien, alors j'arrive à la fin, mais rassurez-vous, j'ai bientôt fini.
Enfin, rassurez-vous, non, je veux dire, j'arrive à la fin. Et je voulais terminer par, du coup, une autre économiste qui va un peu montrer toutes les limites de ce modèle. Alors, les limites, on les a comprises, hein, déjà. On voit qu'il y a tout un ensemble d'hypothèses. Pourquoi c'est revenu en arrière? Je ne sais pas. Il y a tout un ensemble d'hypothèses qui sont dans ces modèles. Même s'ils apparaissent radicaux, je pense notamment au rapport Stern, apparaissait à l'époque comme radical, il est complètement dans la doxa des économistes classiques. C'est juste qu'il a une évaluation qui a choqué les gens. Il a dit que ça coûtait très très cher le changement climatique. Mais en fin de compte, les propositions qu'il a sont maintenir le capitalisme, maintenir la croissance, avoir un prix carbone. C'est les mêmes hypothèses et les mêmes raisonnements que Nordhaus. C'est juste dans les paramètres qui ne sont pas d'accord sur le taux d'actualisation ou globalement sur l'ambition qu'il peut y avoir derrière. Maintenant, je voudrais vous parler d'une autre économiste qui a publié un livre en 2021 qui s'intitule « La croissance verte contre la nature ». Cette économiste Hélène Torgeman, c'est une économiste suisse, je crois, mais elle écrit et publie en français, essentiellement. Alors, en tout cas, dans cet ouvrage. Bon, il y a deux discours chez Hélène Torgeman. Il y a le discours politique et le discours économiste. Moi, je ne vais pas m'intéresser au discours politique. C'est-à-dire que la question de la croissance verte, on va le voir dans une autre conférence, je vais y revenir. Mais elle s'intéresse dans le chapitre 4 et 5 de son ouvrage à la question de la valorisation de la biosphère. Et elle montre que, en fait, c'est une activité qui est très problématique. Alors, premièrement, nous dit-elle, on pourrait valoriser la biosphère en regardant ce qu'on appelle les services écosystémiques qu'il rend. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un service écosystémique? C'est le fait que cette biosphère, elle nous est utile. Elle produit des services. Par exemple, les abeilles, elles permettent de polliniser les fleurs. Par exemple, les forêts, elles stockent du CO2 et elles évitent qu'il fasse trop chaud. Par exemple, certaines espèces de plantes peuvent être utilisées en pharmacologie. Et donc, si on détruit tout ça, on perd de la valeur. Donc, en gros, c'est l'idée qu'une des manières de valoriser... je ne sais pas pourquoi ça repart. Une des manières de valoriser la nature, c'est de valoriser les services qu'elle nous rend. Mais en fait, nous dit-elle, bon, tout ça, c'est bien gentil, mais quel sens ça a au fond? Et quelles conséquences ça peut avoir ensuite sur les politiques publiques? Alors, vous voyez, ça c'est le titre du chapitre 4. Protéger la nature à l'ère contemporaine, capital naturel et services écosystémiques. Voici quelques phrases du début du chapitre. Un récif corallien vaut-il plus ou moins cher qu'une forêt tropicale et qu'une zone humide? Quelle est la valeur du service rendu par les abeilles dans leur travail répété de pollinisation, etc. Comment évaluer la ségrégation de carbone par les forêts? L'idée qui sous-tend une telle vision est qu'on ne protégerait que ce qui a une valeur monétaire, et symétriquement qu'il serait loisible de détruire tout ce qui n'en a pas, puisque cela ne coûte rien, le calcul utilitariste dans sa version étroitement économique. Lorsque les terres n'appartiennent à personne ou à tout le monde, alors ça c'est ce que je vous ai dit, souvenez-vous, dans la séance de la semaine dernière, s'il n'y a pas de propriété, alors on a le tragédie des communs, on va finir par surexploiter tout ce qui n'est pas propriétaire pour essayer de maximiser sa propre utilité. Donc ce qu'elle nous dit, c'est que tout ça, c'est l'idée des services écosystémiques, c'est une vision à la fois anthropomorphiste, c'est-à-dire qu'on va regarder la nature par rapport à l'homme, et utilitariste de la nature. C'est-à-dire on va regarder que l'utilité qu'elle a. On ne va pas regarder la valeur intrinsèque qu'elle pourrait avoir. Bon, alors le problème, c'est est-ce que la nature peut être réduite à une somme d'utilité et de services qu'elle nous rend? Est-ce que c'est ça qui est au cœur des choses? Parce que dans ce cas-là, les disparitions de tout un ensemble d'espèces d'insectes qui disparaissent à jamais et qui disparaissent tous les jours, il y a des espèces d'insectes qui disparaissent aujourd'hui, finalement on s'en fiche, ça ne change pas notre vie, donc après tout, ça n'a aucun coût. Sauf que parfois on va se rendre compte qu'un insecte était un élément d'une chaîne alimentaire, et que par exemple si les insectes disparaissent, les oiseaux aussi disparaissent, du coup c'est embêtant, ça change ma vie au sens où j'aurais pu le chant des oiseaux, je vivrais dans une nature un peu morte, et puis les insectes disparaissent, ça peut aussi avoir des effets sur la fertilité des sols, parce qu'il y a tout un écosystème derrière. Le problème des services écosystémiques, c'est qu'ils tendent à découper la nature en services individuels, comme si la biosphère n'était pas un système complexe dans lequel chaque élément était lié aux autres.
Et donc on a finalement une fiction dans cette quantification de la valeur par les services que la nature nous rend. C'est-à-dire qu'on va transformer la nature en un ensemble de services qu'on va comparer à des marchandises. Et là, on va faire ce qu'un économiste précédent, Karl Polanyi, avait déjà dénoncé, c'est lié de considérer des choses, des choses comme des marchandises, alors que ça n'en est pas. Alors, Polanyi nous disait, il y a trois choses qui ne sont pas, qui sont essentielles à la nature humaine et qui ne sont pas des marchandises, mais qu'on va traiter comme des marchandises, c'est le travail, la monnaie, nous dit-il, et la terre. Et derrière la terre, il y a toute la nature. Et donc, il nous dit, Polanyi, et Torgmann après lui, que cette vision utilitariste de la nature, c'est une façon de repérer les services qu'elle nous rend en les standardisant, en les évaluant et en agrégeant tous ces services pour essayer de déterminer une valeur de la nature. Et pour permettre de l'intégrer en quelque sorte dans le calcul économique. Parce que c'est ça qu'on veut faire. On veut faire en sorte de rentrer la nature dans quelque chose qui n'est pas fait pour elle, qui est le calcul économique, la manière dont on fait nos choix sociaux. Du coup, ça pose un problème de valeur et de système. Et de valeur ici, au sens, dans un autre sens que la valeur. Donc on ne peut pas confondre les valeurs et la valeur. Et au fond, même un problème logique. Peut-on transformer des caractéristiques qualitatives de l'environnement en un agrégat de valeurs quantitatives pour pouvoir calculer en quelque sorte? Est-ce que cette démarche a un sens? Et ça, en fait, j'ai envie de dire qu'on n'est plus dans la philosophie, là, on n'est plus dans l'économie, là, on est dans la philosophie. D'ailleurs, je vous renvoie à un livre qui est cité par Torgmann, qui s'appelle L'Empire de la valeur, d'André Horler, qui montre qu'en fait, les économistes, ils cherchent à quantifier objectivement la valeur des choses pour pouvoir faire des choix. Mais en fait, c'est une impasse sociale, politique et philosophique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai raisonné dans le cadre étroit des économistes. Mais en fait, on voit bien, quand on est arrivé au bout du raisonnement, que j'essaie de vous montrer que finalement ce raisonnement, il ne marche pas bien, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas tout quantifier de cette façon-là. On ne peut pas faire rentrer l'ensemble de la nature dans ce cadre étroit qui est de calculer les coûts et les avantages. Alors bien sûr, les économistes le font, c'est leur métier, après tout, on peut ne pas leur en vouloir pour ça. Mais on n'est pas obligé de les suivre aveuglement. Et on est obligé aussi, ce serait intéressant de réfléchir, de prendre un pas de recul et puis de se dire, est-ce que vraiment la question de la protection de l'environnement ne vaut que par rapport au service qu'elle nous rend, par rapport à la valeur qu'on attribue au climat en termes de quantification, d'évitement de catastrophes, de choses comme ça? Est-ce que c'est vraiment ça qui doit procéder à nos choix sociaux et politiques? Alors je ne vais pas répondre à cette question parce que je suis un économiste. Et du coup je me contredirai. Je pense juste que c'est important, une fois qu'on a évalué tous les problèmes que posent les modèles économiques pour évaluer la nature en général et le climat en particulier, du coup qu'on voit que en fait, les économistes n'ont pas de solution crédible. Et je pense que c'est ça que je veux dire. D'ailleurs, j'arrive à la conclusion. Les limites de la logique économique. D'abord, posons une chose. Ce n'est pas absurde pour les choix sociaux de vouloir faire une analyse coût-bénéfice. C'est légitime. C'est-à-dire, on a le droit, parce que je veux quand même le redire, pour beaucoup de choses, d'évaluer le coût et les bénéfices de nos choix avant de choisir quelque chose. Et c'est ce que les gouvernements font, et c'est ce que les responsables d'entreprise font, et c'est ce qu'on fait soi-même aussi pour sa famille, pour ses proches et pour soi-même. On évalue les coûts et les avantages. Et c'est tout à fait légitime. Le problème, c'est d'étendre cette logique à la biosphère. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on l'a vu, ça ne marche pas parce que selon les paramètres choisis, et qui sont un peu arbitraires, le taux d'actualisation, c'est quand même un peu arbitraire, 1,4, 3%. Après tout, on peut dire c'est pas grand-chose l'écart. Mais en fait, si c'est considérable, ça va entraîner une évaluation de l'optimum de réchauffement climatique différente. Oui, je vous ai bien dit, encore une fois, l'optimum du changement climatique. Ça serait bien qu'on arrive à 3 degrés, sinon, ou 2,5, parce que sinon, si on fait plus, c'est pas bien, si on fait moins, c'est pas bien non plus, parce que ça va nous coûter trop cher. Bon, c'est peut-être pas ça
qui doit procéder à nos choix. C'est peut-être pas cette logique coût-avantage, avec des coûts qu'on a du mal à calculer, avec des avantages qu'on a encore plus de mal à calculer, je veux dire les coûts de la lutte contre le réchauffement climatique et les avantages de lutter contre le changement climatique. Tout ça, c'est tellement plein d'incertitudes que le calcul n'a en fait, ça c'est mon point de vue personnel, pas beaucoup de sens. Donc s'il faut lutter contre le changement climatique, c'est pas au nom d'un calcul coût-avantage. Même si c'est légitime de le faire, pourquoi pas, on peut s'amuser à le faire, mais voilà, il faut prendre un pas de recul et se dire c'est peut-être pas ça qui doit conditionner nos comportements. Plus généralement, le principe même d'étudier la biosphère comme un ensemble de services écosystémiques ayant une valeur économique pose plein de questions éthiques et philosophiques, avec un S, qui sont difficiles à trancher, et surtout qui ne sont pas du ressort d'un économiste. Donc, réfléchissons à la valeur du climat en utilisant nos valeurs, et pas en utilisant un calcul coût-avantage. C'est peut-être pas la meilleure façon de réfléchir au climat et à notre responsabilité envers la nature. Et je termine sur un dernier élément qui va un peu en contradiction avec tout le reste. C'est n'oublions pas que la lutte contre le réchauffement climatique, ça coûte cher, et le problème est aussi au niveau de l'acceptation sociale. Parce que ça aussi, les économistes n'en parlent pas. C'est-à-dire, enfin, s'ils en parlent un peu, ils disent, ça serait bien, hein, comme Pisani-Ferry et Mahfouz, qui disent, ça serait bien si on pouvait faire en sorte de faire subir le coût à ceux qui peuvent payer. Ça serait bien si. Mais comment fait-on? Comment fait-on dans un environnement concurrentiel? Quand on met une taxe carbone, quand on augmente les prix de l'essence, on a les gilets jaunes. Donc, oui, on ne peut pas mettre le climat en équation, en tout cas à la manière des économistes, mais on ne peut pas non plus mettre la société en équation. Et s'il y a une chose qu'il faut retenir, indépendamment, et que j'ai dit au tout début, c'est que la lutte contre le réchauffement climatique, ça va coûter cher. Et ça va entraîner une baisse du pouvoir d'achat des ménages, toutes choses égales par ailleurs. Sauf si on arrive à avoir une grosse taux de croissance. Mais on n'arrive pas à avoir beaucoup de croissance, et d'ailleurs, voilà, les économistes disent ça ne va pas créer beaucoup de croissance, la lutte contre le réchauffement climatique. Donc il y a aussi ce paramètre-là qu'il faut prendre en compte. Et voilà. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Je suis désolé d'être à nouveau assez pessimiste. Voilà, vous pouvez retrouver cette conférence en vidéo si vous voulez un peu déprimer un soir d'automne. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine.